Klaus Barbie, un nom qui symbolise aujourd'hui encore la barbarie nazie. Son procès a marqué notre histoire. En mai 1987, après des années de traque en Amérique du Sud, l'assassin de Jean Moulin, le bourreau de la résistance, le responsable de la déportation de milliers de Juifs de France, se retrouvait devant la justice. Ce procès, nous allons le revivre avec ceux qui l'ont vécu. Dans le palais de justice de Lyon, à la place exacte qu'ils occupaient il y a 30 ans, ils se souviennent. Pendant plusieurs mois, la société française, elle en a pris plein la gueule, faut le dire, et heureusement. Parce qu'il y avait plein de choses qui ont été dites, et des choses qui avaient été dites mais qu'on ne voulait pas avoir. Je me dis que si j'ai survécu, par hasard, c'est pour témoigner. On ne parlait pas de ces sujets-là. Et pourquoi? Il y a une raison, c'est que la libération, le début des 30 Glorieuses, on n'avait pas envie de voir ces squelettes ambulants. On n'avait pas envie d'entendre le récit des morts, des souffrances, etc. C'est lui qui m'a interrogé, qui m'a promis de fusiller mon mari, qui m'a promis d'aller chercher mes parents, qui m'a fait déporter. Il y avait une unité de temps et de lieu qui faisait que le procès Barbie était le moment précis où l'indicible allait être vaincu. C'est vrai que pour les victimes, ça a été terrible, mais aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que c'était un mal pour un bien. Oui. Oh, ses yeux, oui, c'est lui. C'est lui, monsieur le juge. Des yeux pareils, on ne peut pas oublier ce regard. Je vous assure. Et si je n'entendais plus, si j'étais abasourdie de coups, je voyais ses yeux cruels, voilà. Il y avait des soldats avec leur kalachnikov sur le toit du palais, il y avait des chiens, il y avait le GIGN, enfin il y avait beaucoup d'excitation. Et les gens guettaient le pouvoir en fait, ils voulaient voir Barbie. L'itinéraire choisi était révélé à la dernière minute, car on craignait soit que l'on ait des exaltés qui veuillent tuer Barbie, et l'assassinat de Bousquet par un exalté l'a montré. Donc il y avait ce risque-là, et puis le risque de manifestation de néo-nazis. The long-awaited trial of Klaus Barbie, the so-called Butcher of Lyon, begins today. NBC's Paul Miller reports now from Lyon, France. Most of the French are in favor of this trial, but many are worried about what effect it will have. Et qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Ben, une part de vérité de Barbie, quoi. Pas un regret parce qu'il n'en aura pas. C'est un moment dans l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'important, il ne faut absolument pas oublier et il faut que cet homme soit jugé, quoi. Il y a eu le procès Eichmann, il y a eu d'autres procès, mais je crois que le procès que les Français attendent, c'est bien celui-là. Nous sommes à 8 minutes de l'ouverture de ce procès qui constitue bien sûr un événement historique et un événement médiatique de première importance. Je n'avais jamais vu autant de monde sur la montée des marches du palais de justice de Lyon. Une meute de journalistes absolument incroyable. Je ne sais pas, mais il y en avait des centaines. 4 Jahre dauerte die Vorbereitung für den Prozess, der nur möglich wurde, weil 2 Leute, Beate und Serge Klarsfeld, Barbie 13 Jahre lang gejagt haben. On a eu la chance d'avoir, grâce au couple Beate et Serge Klarsfeld, la possibilité de localiser Barbie en Bolivie. La campagne de Beate a été de prouver l'identité, de montrer quels avaient été les crimes de Barbie, et puis également de faire campagne pour dire il faut extrader Barbie.
était quand même inadmissible de voir Barbie en Bolivie faire un pied de nez à la justice française et à la nation française sous la fausse identité de Klaus Altmann, alors qu'il avait semé derrière lui des dizaines et des dizaines de victimes. Cet homme que l'on disait intouchable et qui avait réussi à fuir la justice du monde entier en se réfugiant en Bolivie, cet homme va donc être livré à ses juges et contribuer à faire remonter en nous de bien noirs souvenirs. C'était le premier procès pour crime contre l'humanité depuis les procès de Nuremberg. Et évidemment, on s'attendait à un très grand procès qui montrerait ce qu'avait été Barbie, ce qu'avaient été les crimes de la Gestapo. Le palais de justice de Lyon accueille ce procès hors norme. 106 témoins, 40 avocats, 800 journalistes et un seul accusé. Dans la salle des pas perdus, un décor monumental a été construit pour mettre en scène cet événement historique. 4 caméras vont tourner l'intégralité du procès. C'est une première pour la justice française. Aujourd'hui, ces archives sont enfin rendues publiques. Madame, Monsieur, bonjour. Regardez cette image, c'est finalement celle de la démocratie, celle de la justice. Klaus Barbie est arrivé il y a quelques instants. Il est rentré dans le dépôt et il a été aussitôt emmené dans la cellule de repos que nous... J'avais un trac fou. C'était pas le trac du direct, j'en avais fait des centaines des directs. C'était le trac d'ouvrir la première page en sachant de ce qu'il allait y avoir dans les pages suivantes. La découverte d'une face de l'humanité, et pas la bonne. Et pas la bonne. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. Je me souviens que ma place était située au 3e, 4e rang à gauche face au dispositif impressionnant du tribunal. Et ce que je retiens de ce moment-là, c'est évidemment la solennité du moment. Quand je suis arrivée à ce procès, j'arrivais pas simplement au procès Barbie. J'entrais pour la première fois dans un palais de justice. J'avais conscience que c'était un grand procès, un procès historique, une opportunité, disons-le clairement, pour le jeune avocat que j'étais, mais il m'appartenait effectivement d'en être digne. Je me souviens, on s'est retrouvés dans cette salle, mais qui était bondée, très agitée, et nous, là au milieu, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Juré numéro 14, Madame Levra Christiane. Approchez-vous, Madame. Montez sur les marches. Le premier nom qui a été tiré était le mien. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est vrai que ça m'a fait un choc énorme. Madame Levra, vous êtes le premier juré. J'ai eu l'impression de passer de l'autre côté d'une barrière. C'était très émouvant. Ce n'est pas une juridiction d'exception qu'a jugé Barbie. Ce n'est pas une cour de sûreté de l'État, un tribunal militaire, c'est une cour d'assises. C'est-à-dire un groupe de citoyens jurés, tirés au sort, et qui se sont retrouvés là, représentants de la France, au nom du peuple français. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. On entendait son pas qui montait l'escalier. Puis tout à coup, on avait une tête, et puis un petit bonhomme, quoi. Nous avions construit une petite régie entourée de vitres dans laquelle nous étions. Et Barbie était un petit peu en contrebas par rapport à nous. Et mon premier étonnement, ça a été de voir un vieux monsieur normal. Il était un peu maigre, il avait un visage très émacié, des yeux très enfoncés. Moi, mon premier réflexe, c'était un peu de la compassion. Je pense que quand tout homme, il y a quelque chose qu'on peut sauver.
Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous. Pour moi, c'était très particulier, c'était très personnel. Je savais parfaitement en arrivant que j'allais être confrontée à l'assassin de mon père parce que Barbie était responsable du fait que j'étais orpheline très jeune, puisque je suis née en 41. Je ne l'ai pas connu, mon père. Je savais peu de choses, mais ça, je le savais. Quels sont vos noms et prénoms? Altman Klaus. L'étonnement a commencé au premier mot de Barbie. Puisque lorsqu'on lui a demandé nom, prénom, profession, il a dit Klaus Altman. Donc immédiatement, on s'est dit, ça va pas être facile. Monsieur le Président, il s'agit de l'identité sous laquelle se présente Klaus Barbie, qui est une fausse identité. J'entends l'établir dès le début des débats. Il existe des papiers au nom de Klaus Altman. Ce sont les seuls papiers. Alors Monsieur le Président... Laissez maître... Monsieur le Président, pour le moment, je posais des questions. Si je suis interrompu avant que j'ai fini de poser mes questions, les débats ne pourront pas avoir lieu sereinement. Je lui ai donné la parole, laissez-le s'exprimer. Maître Berger. Je vous en remercie, Monsieur le Président, et je n'aurais pas pris la parole sans être autorisé par vous. Mais c'était pour permettre au débat de se dérouler d'une manière normale. L'image était forte. 39 avocats tassés sur leur banc, et en face, l'homme seul. Le plaisir qu'il avait à être tout seul contre tous, c'était quelque chose, c'était viscéral, c'était une sorte de... c'était une sorte de perversité intellectuelle. Alors il est évident que rencontrer Jacques Vergès quand on a 17 ans, alors qu'il est considéré déjà comme ce qu'on appellera après le salaud lumineux ou l'avocat du diable, c'est extrêmement impressionnant. Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question à Maître Vergès? Donc Maître Vergès... Il se trouve qu'une équipe d'Antenne 2 à l'époque cherchait à couvrir le procès à travers le regard de jeunes adolescents. Le hasard a fait que c'est tombé sur moi avec 2 autres camarades. Maître, pour vous qui étiez dans la résistance, est-ce que ça ne vous pose pas un problème moral de défendre quelqu'un qui a pu tuer certains de vos amis? Du fait même que j'ai été résistant. Je me dis, si je me suis battu à cette époque contre l'idéologie que défendait Barbie, là-dessus il n'y a pas de doute, j'ai le droit aujourd'hui d'intervenir. Je me battais, c'était la guerre, j'aurais pu le tuer, il aurait pu me tuer, mais je n'ai pas fait la guerre pour 40 ans après, assister à un spectacle aussi répugnant. Avant de le rencontrer, j'avais dit Jacques Vergès, il va nous balader. Et ça n'a pas manqué. L'argument moral que je lui soumettais a été balayé d'un revers de main parce que lui-même n'était pas sur le terrain de la morale. Et nous, du haut de nos 17 ans, nous l'étions éminemment. Enfin, vous allez quand même pas demander l'acquittement de Barbie, il n'est pas innocent. Il est innocent de ce qu'on lui reproche dans ce procès. Dans le palais de justice, le greffier commence la lecture de l'acte d'accusation. L'énoncé des charges qui pèsent contre Klaus Barbie va durer 8 heures. Barbie Klaus, inculpé de crimes contre l'humanité sous les qualifications d'arrestations illégales, détention, séquestration de personnes avec torture corporelle, assassinat et complicité d'arrestations illégales, de détention, de séquestration de personnes avec torture corporelle et d'assassinat, enlèvement, détournement et déplacement de mineurs. Inculpé supplétivement de crimes contre l'humanité par complicité d'assassinat et par enlèvement de mineurs de 15 ans. Face à l'énormité des faits commis par Klaus Barbie, que pouvait faire un État de droit comme la France? On ne pouvait absolument pas réparer par je ne sais quel châtiment l'énormité des dommages qu'avait causé Barbie. On ne pouvait donc lui opposer qu'un acte de justice. Un acte de justice plein et entier. Klaus Barbie avait été jugé à la Libération pour ses actions contre la résistance. Il avait été condamné. Condamné par contumace, ce qui signifie qu'il avait été condamné en son absence.
Barbie, qui avait été jugé après la guerre, l'avait été sur le fondement de crimes de guerre. Le crime de guerre, il était prescrit depuis bien longtemps. Ce qui fait qu'on a dû utiliser pour la première fois le concept de crime contre l'humanité. Pour une raison très simple, c'est que le crime contre l'humanité, depuis 1965, était devenu imprescriptible en France. Le procès devait se dérouler de façon exemplaire. Il fallait donc prouver, pour chacune des charges, l'implication personnelle de Klaus Barbie. 12 mai 1987. Le président Serdini procède à l'interrogatoire de personnalité de l'accusé. Face aux victimes assises au premier rang, Klaus Barbie ne manifeste aucun regret en évoquant son parcours d'officier SS. Est-ce que vous comprenez suffisamment le français pour vous exprimer en français? Ou souhaitez-vous un interprète? J'étais terrifiée en même temps, il fallait que je ne le montre pas. Je me préparais un petit peu au pire en l'interprétant. Je ne savais jamais ce qu'il allait dire et j'avais peur d'entendre ce qu'il avait à dire. C'était mon devoir. Je devais accomplir les tâches qui m'avaient été données et exécuter les ordres que j'avais reçus, et c'est ce que j'ai fait. J'avais l'esprit qui bouillonnait parce que c'était l'une des excuses qui avait été rabâchée. C'était je ne faisais que mon devoir, on m'avait ordonné d'eux, etc. Ce qui est pour moi, enfin, totalement aberrant. Dans son dossier SS figure même une lettre du 18 septembre 1943 dans laquelle il est félicité par lettre personnelle de Himmler pour son engagement infatigable lors du combat contre un mouvement de résistance en France. Stimmt. Oui, c'est exact. Que je couvrais ce procès pour Libération, mais au-delà du journaliste, au-delà de l'homme qui couvrait un procès, il y avait un enfant qui avait envie que son père entende ce qui s'était passé à Lyon pendant la guerre. On m'avait dit que mon père avait choisi le mauvais camp pendant la guerre, et ce mauvais camp était évidemment l'autre camp, donc le camp de l'ennemi. Et chaque après-midi, je me suis assuré que mon père était dans la salle. J'avais les yeux rivés sur deux accusés pour moi, Barbie et mon père. Wir waren 120 Mann. Es war ein Kommando. Nous étions 120 hommes, nous formions un commando. Et c'était le docteur Knapp qui était responsable, ainsi que ce représentant, ça n'était pas moi. L'audience est suspendue, elle sera reprise demain à 13h30. On s'attendait hier à voir arriver un vieillard résigné, fatigué, épuisé par 4 ans de prison au secret. Eh bien non, le chef de la section 4 de la Gestapo de Lyon est apparu souriant, déterminé. Barbie n'a aucun sentiment de culpabilité, aucun remords, aucun conflit interne. Klaus Barbie était un officier SS et il adhérait à la conception du monde des SS. Il l'a dit d'ailleurs. L'idéal SS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui ont le droit de vivre et il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre. Cet après-midi, en plein centre de la ville, des royalistes bontins, des nostalgiques de Pétain, mais aussi des néo-nazis. Je trouve tout simplement que le procès Barbie ne devrait pas exister, ne devrait pas avoir lieu, tout simplement parce que c'est un homme qui a obéi pendant la guerre à ses supérieurs, qui était militaire, qui a obéi à ses supérieurs, et donc il ne faisait que répondre aux ordres, c'est tout. Voilà. La notion de crime contre l'humanité, pour vous, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas de crime de l'humanité. Les crimes contre l'humanité, ça n'existe pas? Pour moi, il n'y en a pas. La déportation des Juifs, par exemple, vous rangez ça dans quelle catégorie? La déportation des Juifs? Au cours de ce procès, on voit sur l'autre côté du quai des manifestants du Front National et des négationnistes. Bon. Alors là, pour moi, ça a été une sorte de cristallisation, en quelque sorte. Moi, fils de déporté, j'imaginais pas un quart de seconde que cela fût possible. Le procès Barbie se déroule dans un contexte politique tendu. Face à la montée de l'extrême droite,
des élus du RPR sont prêts à faire alliance avec le Front National. Quelques jours plus tard, Michel Noir publie une tribune dans laquelle il déclare qu'il vaut mieux perdre les élections que de perdre son âme. J'ai affiché le fait que je ne serais pas le soutien d'une stratégie de confusion avec les valeurs du Front National. Et bon, ça a fait quelques bruits. L'audience est reprise. Introduisez l'accusé, s'il vous plaît. Pendant tout le temps que j'étais au procès, j'attendais que Maître Vergès fasse une déclaration imprévue ou nous surprenne. À un moment donné, il a écrit un mot qu'il a fait passer à Klaus Barbie. Et lorsque Klaus Barbie a ouvert le papier, j'étais très inquiète parce que je ne savais pas ce qu'il pouvait y avoir dans ce mot. Monsieur le Président, l'accusé demande s'il peut faire une déclaration à vous-même, au procureur, ainsi qu'à mesdames et messieurs les jurés. Le président est un peu étonné, c'est une déclaration, c'est une... non, ça ne sera pas long, Monsieur le Président, mais c'est important. Donc, on donne la parole à Barbie. Trotz des Respekts, den ich für Sie, Herr Präsident, malgré tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le procureur, je voudrais vous dire que si je me trouve aujourd'hui ici présent, c'est parce que j'ai été expulsé illégalement. Je suis détenu illégalement en France, je dénie la légitimité à la justice française, etc. Je suis victime d'un véritable lynchage de la presse. Et en foi de quoi, je ne veux plus assister à mon procès et je demande à regagner ma cellule. Vous vous imaginez dans la salle la stupeur dans les rangs des victimes. Non, je vous en prie, si vous intervenez, je vous fais expulser de la salle. Le fait que Barbie ait choisi de ne pas faire face à ses victimes a été quelque chose qui, pour tous ceux qui étaient présents, a paru d'une injustice. C'était quelque chose qui était presque insupportable. Ah, moi, je ne savais pas d'abord que ça pouvait exister. Donc c'est vrai que personnellement, j'ai été complètement sidérée, étonnée qu'un prisonnier puisse dire je ne comparaîtrai plus, c'est terminé. Il y a plusieurs façons d'interroger. Il y en a une qui avait cours dans cette ville il y a plus de 40 ans. Et celui qui était soumis à l'interrogatoire n'avait aucune possibilité de s'y soustraire. Le procureur général Truche a eu cette fulgurance en se levant et en indiquant à Barbie en 1942-1944, ceux qui étaient entre vos mains à la Gestapo, vous ne leur demandiez pas s'ils avaient le droit de regagner leur cellule. La grandeur de notre état de droit, c'est que l'on vous accorde tous les droits. Bien, l'audience est suspendue. Au moins une demi-heure. Nous, lycéens de 17 ans, étions là pour voir le mal incarné, le diable incarné. Le diable sort de la boîte et il ne reste plus que son avocat. La décision a été prise par Barbie lui-même. Maître, c'est un procès qui n'a plus de sens maintenant. Ce procès n'a jamais eu de sens. Dès le départ, il était scandaleux, dérisoire et minable. Alors que la procédure est dans un... Bien, messieurs. Yes, what do you want? Vergès, là, l'absence de son client faisait qu'effectivement, il était Barbie. Il était Barbie jusque dans l'insolence, jusque dans la provocation.
Mais tous les grands avocats font ça. Ils prennent la haine, ils prennent la colère, et ils prennent la rage, et ils prennent le chagrin, et ils prennent tout ça. C'est leur rôle. Pourquoi vous avez décidé de partir? Ich habe nichts zu sagen. Vous n'avez rien à dire? Barbie va repartir pour la prison Saint-Joseph. C'est sans doute la dernière fois que Klaus Barbie a vu la souricière du palais de justice de Lyon. Le départ de Klaus Barbie relance le débat sur la légitimité du procès. Les avis sont partagés, jusque dans la classe d'Emmanuel Poncet. À ce compte-là, on n'a qu'à faire le procès sans Barbie, on n'a pas besoin de Barbie pour faire ce procès. D'ailleurs, il n'est pas là, il est parti exprès, d'ailleurs, je pense, parce que si c'est un procès contre l'humanité, on n'a qu'à le faire, et puis voilà. C'est pas un procès contre l'humanité. Barbie, il a 73 ans, il est vieux, il va mourir en prison, on n'a qu'à le laisser tranquille en prison. Ouais, non, mais dans ce cas-là, on oublie tout. Non, mais parce que s'il est pas... dans son coin. Si on fait pas de procès, si on fait rien. 40 ans après, alors tout ce qu'il a fait, c'est oublié, c'est fini. Non, mais rendre la justice 40 ans après. On aurait pu s'attendre à une forme d'unanimisme un peu fleur bleue d'une classe de jeunes de 17 ans. Et à ma grande surprise, un certain nombre d'élèves prenaient ce parti-là de oublions, ça ne sert plus à rien. Et surtout, il y a un doute, c'est là où Jacques Vergès a sûrement réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi à semer le doute dans beaucoup d'esprits et de dire il est peut-être trop tard pour le juger. Moi, je ne vois pas pourquoi on jugerait un homme qui a 82 ans sur les faits qu'il a fait il y a quelques années, vous savez. Ce procès est une bonne chose. Ouais, pour moi, ouais. Enfin, faut pas juger l'homme, faut juger surtout le... Enfin, c'est un symbole, je crois. Pourquoi le juger maintenant et pas juste après la guerre? Question évidemment qui revient très souvent. Ce n'est pas 40 ans après qu'on juge quelqu'un comme Barbie, c'est trop tard pour le condamner, on devrait le laisser tranquille. C'est un lâche, il n'a pas le courage de se présenter devant les regards de ses victimes, il faut le traîner, etc., etc. Depuis des mois, le procès divise la société française. L'arrivée des témoins va faire taire les critiques. Les victimes de Barbie vont défiler à la barre et bouleverser l'assistance. Lorsque nous sommes arrivés à Birkenau, des hommes en tenue rayée ont ouvert les portes des wagons. On entendait hurler de tous les côtés « Raus! Raus !» J'étais loin d'imaginer ce que ce serait et ce que ça a été. Je me souviens de ces témoins qui sont venus, qui n'avaient jamais parlé ni à leurs enfants, ni à leurs petits-enfants. Et c'est en ça que ce procès a été extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que Barbie n'est pas là? Ça confirme sa lâcheté. Il aurait dû être là pour protester contre ce qu'on dit contre lui. Non. Mais en fait, je vous dis, ça confirme sa lâcheté. Le 13 mars 1944, Lise Lesèvre, agent de liaison de la Résistance, était arrêtée à Lyon par la Gestapo. Klaus Barbie allait mener les interrogatoires durant 19 jours. Grâce à l'absence du bourreau, on a eu des victimes qui sont venues parce qu'il n'était pas là et qui n'ont plus eu Dieu que pour la cour, pour le peuple français, parce que la cour jugeait au nom du peuple français, et qui leur ont raconté, sans crainte, sans haine. Barbie était toujours armé d'une schlague, d'un nerf de bœuf ou d'un nerf de bœuf, et frappait sur tout ce qui était à sa portée. Et quand il n'avait personne à frapper, il frappait ses bottes. Si bien qu'on l'identifiait quand il arrivait, parce qu'on entendait les craquements de fouet qu'il donnait sur ses bottes. Barbie était un sauvage, je ne saurais jamais assez le répéter. À midi, j'ai eu la pendaison par les poignets. J'ai d'abord eu les menottes à griffes. J'avais vu sur une table des choses étranges,
Alors on m'a expliqué, les menottes à griffes avaient des griffes à l'intérieur. On posait une question, on serrait. C'était infiniment douloureux. J'avais l'impression que mes ongles allaient tomber. Alors, comme je n'ai pas parlé, on est passé à un autre exercice. J'ai été pendue par les poignets. Et comme je n'avais pas parlé, Barbie a lancé la menace. Nous allons chercher ton mari et ton fils, et devant eux, tu parleras. Et les nazis ont fait venir son mari et son fils. C'est dur. Si vous ne parlez pas, vous ne les reverrez pas. Ils se sont étreints, elle n'a pas parlé. Le soir, à minuit, j'ai eu la baignoire. Alors là, ça a été une épreuve terrible. De façon très élégante, très violente, parce que c'était dit de façon très douce. Brusquement, nous sommes entrés le plein fouet dans la torture. Monsieur le Président, la torture, c'était ça. Il n'y a même pas de haine. Il y avait juste, elle a su sa vie entière qu'un jour il faudrait qu'elle raconte, et là, elle racontait. La salle était très émue, enfin tout le monde était ému. Mais nous, alors, on ne montrait pas du tout notre émotion, parce qu'on nous avait dit effectivement que si nous montrions notre émotion, si on manifestait notre tristesse ou notre colère, Vergès pouvait suspendre le procès. Les corps, quand on ramenait les corps des torturés, on n'aurait pas pu les mettre sur une chaise. Ils n'auraient pas tenu. Alors on les allongeait par terre. Et Barbie, le soir, venait se repaître de ces corps sans vie, ou qui semblaient sans vie. Avec la pointe de sa botte, il retournait le visage, et quand il croyait reconnaître un juif, il l'écrasait avec son pied. Je peux vous dire que dans ces moments-là, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Là, vous savez que c'est l'histoire qui vient de rentrer. Là, oui, l'histoire, elle rentre. Et on la laisse entrer. Et on la prend. C'est les témoins, ceux qui ont vécu ça, qui ne peuvent que transmettre la mémoire. Et ça m'a frappée parce que je pense que la mémoire, effectivement, c'est quelque chose de vivant. Ça se transmet d'un vivant à un vivant. Tous ces gens qui sont venus les uns après les autres, on sait qu'ils vont mourir vite. On sait qu'ils vont disparaître. On sait que nous sommes là, à Lyon, ce jour-là, les derniers à entendre leur voix. Je suis très très fatiguée, alors n'insistez pas. Vous êtes ému? Comment? Vous êtes ému? Un peu. Alors, d'une part, il y avait son témoignage qui, sur la violence, sur les tortures épouvantables qu'elle avait subies, et à travers le témoignage de Lise Lesèvre, se posait une autre question. Après avoir été torturée pendant des jours et des jours, elle a été déportée à Ravensbrück. Alors, est-ce qu'elle était victime du crime contre l'humanité? Le crime contre l'humanité devait-il être réservé aux seules victimes juives ou devait-il être étendu aux résistants? Et ça, c'était un véritable débat. La définition du crime contre l'humanité va diviser les avocats tout au long de l'instruction. Sur le banc des parties civiles, la mémoire de la résistance et celle des victimes de la Shoah s'opposent. On a beaucoup dit, écrit, que les parties civiles sont divisées. Je voudrais dire à ce propos qu'il me paraît surtout que plutôt que d'être divisées, elles sont d'abord différentes. L'accusé est un. Les parties civiles, leur souffrance a des origines multiples. Les uns ont souffert uniquement en raison de ce qu'ils étaient, de leur identité, les Juifs, les Tziganes. Les autres ont souffert parce qu'ils ont résisté. C'était un véritable débat qui a entraîné la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt extrêmement important, a défini le périmètre de ce qu'est le crime contre l'humanité, qui vise non seulement des populations civiles coupables d'être nées,
coupables d'être nés contre la doctrine, mais également le crime contre l'humanité a été étendu à ceux qui combattaient cette doctrine. Il y a eu, disons, un élargissement de cette notion. Bon, je l'ai accepté, puisque je ne pouvais pas faire autrement. La Cour de cassation, son interprétation s'imposait. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Je veux en rien diminuer le rôle de ces résistants sans qui on ne serait pas là. Vraiment. Mais ce n'est pas la même chose. Quelques voix s'élèvent pour dénoncer un risque de banalisation de la Shoah. Mais dans l'enceinte du palais de justice, la concurrence des mémoires sera mise entre parenthèses le temps du procès. Toujours pas là, Klaus Barbie. Ce qui s'est dit au palais de justice, évidemment, Barbie n'aurait pas voulu l'entendre. Aujourd'hui, des témoins sont venus raconter comment ils avaient échappé le 9 février 1943 à la première grande rafle des Juifs. Ce jour-là, 86 personnes avaient été arrêtées et parmi elles, le père du président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter. Bonsoir monsieur, approchez-vous des micros. Ses fonctions avaient conduit Robert Badinter à ne pas témoigner. C'est pourtant grâce à son action auprès de François Mitterrand que ce procès avait pu aboutir. Comme lui, Michel Kojau-Goldberg était devenu orphelin en 1943. Bien. Je suis, et c'est un titre malheureusement assez banal, le fils d'une des victimes de la rafle de la rue Sainte-Catherine. Mon père, Joseph Goldberg, avec qui j'habitais à l'époque, j'avais 4 ans au moment des faits, à Tassin-la-Demi-Lune, a été capturé dans cette rafle et n'est bien entendu pas revenu de déportation. Le 9 février 1943, je n'ai pas accompagné mon père rue Sainte-Catherine et je suis vivant aujourd'hui et lui pas. Petit à petit, tout ça m'a remué, c'est ma vie qui se déroulait en fait, c'est ma vie d'enfant, c'est ma vie d'adolescente. Mon frère et moi, on ne nous a jamais raconté ce qui s'était passé. On l'a su très tard. Et on n'était pas demandeurs non plus, d'ailleurs. Notre vie, elle était comme ça. Bon, on n'avait pas de père. Donc nous, on n'avait rien. On n'avait pas de tombe. On n'avait pas de souvenirs. On n'avait pas d'images. On avait quelques photos comme ça, mais qui ne nous parlaient pas tellement, puisqu'on ne l'avait pas connu. Ces morts, puisqu'ils sont devenus morts de façon abstraite. Il n'y avait ni date, ni témoin, ni cadavre, ni cérémonie funéraire, ni tombe sur laquelle se recueillir. Nous avons été privés de deuil. Et quand on ne prend pas le deuil, on ne le quitte jamais. C'est très complexe, le deuil. Pour moi, par exemple, si mon père n'avait pas été déporté, je n'aurais pas mené l'action que j'ai menée en tant que survivant de la Shoah, c'est-à-dire un travail de mémoire, d'histoire et de justice. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'enfer où Barbie nous a envoyés. Il fallait que tous les Juifs disparaissent, mais disparaissent pour sa gloire, pour sa propre fierté, disparaissent en les rabaissant. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement allié, Simone Lagrange était arrêtée avec sa famille. Alors que la libération de la France commençait, elle allait subir durant des semaines les tortures de Klaus Barbie. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Quand les témoins arrivaient à la barre, quand certains témoins n'arrivaient pas même à contenir l'émotion phénoménale qui était la leur, c'était très dur. Il y a eu des pleurs,
mais c'était des pleurs de dignité, c'était des pleurs de tristesse, c'était des pleurs que chacun de nous pouvions recueillir parce que c'était nos propres larmes. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Le premier soir, il m'a ramenée à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Ensuite, il y a eu Auschwitz. Auschwitz, ça ne se raconte pas. Je ne suis pas assez instruite pour vous dire ce qu'était Auschwitz. Je peux simplement raconter ce que moi j'ai vécu. On a découvert que la Shoah, elle a frappé à nos portes, en France. Elle a frappé dans nos villes, dans nos villages, que des gens tout à fait ordinaires se sont retrouvés mêlés à cette folie hitlérienne qui a fait voir des familles être totalement décimées. Et cette mémoire de la Shoah, eh bien, elle a pris corps, elle a pris l'image du sang et des larmes. Il y a déjà eu le tri lorsqu'on est arrivé. Ceux qui partaient vers la chambre à gaz, ceux qui ne savaient pas où ils allaient. Et puis il y a eu nous qui étions embarqués dans l'entrée de ce camp, nous à qui on avait enlevé les vêtements, nous à qui on tondait les cheveux. Puis ensuite, ça a été le drame du tatouage. Je me répète, j'avais 13 ans et je me suis sentie salie d'avoir un matricule. Certaines personnes payent pour se faire tatouer et moi, je me suis sentie salie avec ce matricule. Et je me suis amusée à pincer mon bras. Je peux vous le montrer. J'ai le matricule A8624 et le 4 est à moitié effacé. Et ça a été mes premiers 10 coups de schlag. J'avais fait mon entrée à Auschwitz. Je me suis effondrée complètement ce jour-là, complètement. Peut-être ça tombait au bon moment, ou peut-être qu'on en avait entendu tellement jusque-là que ça montait, et elle a été le déclencheur. Il y aurait eu forcément un déclencheur, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre. Mais peut-être aussi parce qu'effectivement, c'était une fillette, c'était une adolescente. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être je me suis identifiée un petit peu à elle. C'est possible. Je ne saurais pas vous dire. Je sais en tout cas qu'elle m'a bouleversée. Il y a un gendarme dans la salle qui s'est tourné derrière une colonne. Le problème, c'est quand il se tourne, il est face à nous. Et il pleurait. Et ce gendarme qui pleurait, et puis qui pleurait, pas une petite larme, il pleurait, il s'essuyait, il était confus parce que c'est pas le moment, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, de voir un gendarme républicain qui pleure à ce moment-là, c'était des images d'humanité pure. Et c'est tout ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. C'était la terreur et les larmes. Je passerai sur le camp. Les souffrances du camp, vous savez, c'était quelque chose d'incroyable. Vous racontez les femmes qui en avaient assez et qui se jetaient dans les barbelés, je crois que tout le monde le sait. Vous racontez les mamans qui partaient à la chambre à gaz, qui faisaient quelquefois 3 heures de queue pour être gazées. Elles donnaient la main à leurs enfants et elles chantaient pour aller à la chambre à gaz, monsieur. Elles essayaient d'encourager leurs petits. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, à ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, je voudrais leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent faire un voyage à Auschwitz. Ils verront que les chambres à gaz sont griffées jusqu'au plafond. On voit des griffes dans le mur. Ça, c'est la réalité. Il y a 3 jours, des avocats lyonnais, partie civile dans l'affaire Barbie, ont reçu ce tract intitulé « Chambre à gaz égale bidon ». Robert Forisson nie en être le rédacteur, ni même l'inspirateur. Mais la phraséologie coïncide étrangement avec ses propos. À l'ouverture du procès, dans les premiers jours du procès, Forisson est présent et distribue des tracts en disant « Ce procès est une ignominie, c'est un mensonge, les chambres à gaz n'ont jamais existé, etc. » Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide. Il a été créé après la guerre de 14. Il existe encore aujourd'hui.
Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé les poux. Beaucoup ont été très douloureusement surpris, moi aussi, par la vague négationniste, mais j'en ai vu l'utilité, c'est-à-dire qu'elle était tellement douloureuse qu'elle a provoqué un sursaut, c'est-à-dire que les chercheurs partout se sont attelés à faire des travaux rigoureux selon les critères universitaires, et qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus personne qui avance des thèses soi-disant scientifiques pour dire que ça n'a pas existé. Forisson a disparu. Et le meilleur combat que nous ayons mené contre le négationnisme, le vrai vaccin, qui a appris aux jeunes générations ce qu'était la réalité de cette époque, c'est ce procès et c'est ces témoignages. Moi, je ne témoigne pas pour qu'on punisse Barbie. Pour ainsi dire, dans le fond, ça m'est égal. Ce qu'il faut, c'est que la jeunesse de ce pays sache qu'il y a des morts qui sont restés impunis. La troisième semaine du procès Barbie sera marquée par de nouveaux témoignages de ses victimes, toujours loin des oreilles de Klaus Barbie, sauf décision contraire du président de la cour d'assises. Demain, le tribunal entendra le témoignage d'un ancien résistant, André Frossard. Arrêté en 1943 par les hommes de Klaus Barbie, André Frossard a connu l'horreur de la baraque aux Juifs de la prison de Montluc. Mais ce n'est pas sur ce terrain que Maître Vergès souhaite l'interroger. Vous avez la parole, Maître Vergès. Monsieur le Président, je voudrais dire d'abord au témoin qu'il sait pour quelles raisons personnelles j'éprouve pour lui le plus grand respect. Il a dénoncé la torture en son temps pendant la guerre d'Algérie. Quelle était la thèse de Vergès? Quelle était la thèse? Nous, on n'a pas de quoi se vanter avec la guerre d'Algérie. On en a fait autant. Son système de défense était de nous entraîner dans d'autres crimes pour essayer d'atténuer les crimes reprochés à son client. Ce que la défense voudrait que vous compreniez, c'est que ces crimes atroces, nous-mêmes, nous les avons commis. C'est vrai. Nous avons commis ça, mais toutes les nations du monde ont commis un jour ou l'autre des crimes de guerre. Toutes. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui soit blanche et pure et sans tache. Et nous avons aussi nos tâches. Et je les ai dénoncés en leur temps. La France de la guerre d'Algérie, oui, c'était pas bien, mais il ne s'agissait pas d'anéantir et de faire disparaître tout un peuple. Et pendant la France de la guerre d'Algérie, il y avait une presse, il y avait des tribunaux, il y avait des avocats. La démocratie était souffrante, mais elle existait. Ce n'était pas du tout le cas pour l'Allemagne nazie. Je ne peux pas assimiler les violences, les excès de ce qu'on appelait la répression en Algérie. Je ne peux pas assimiler ce genre de violence à des opérations menées avec le plus grand sang-froid contre tout un peuple, toute une race, et des enfants surtout, n'est-ce pas? Des enfants pris comme tels, comme Isieux. C'était pas la guerre, Isieux. Il n'y a pas d'anciens combattants d'Isieux. Il n'y a pas eu de bataille d'Isieux. J'ai entendu les cris et les larmes des enfants et les hurlements des soldats allemands qui criaient « Schnell, Schnell ». C'était le moment où il embarquait tout le monde dans les camions. Le 6 avril 1944, au matin, la Gestapo lyonnaise faisait irruption dans le foyer d'enfants du village d'Isieux, dans l'Ain. Ce jour-là, 44 enfants juifs étaient raflés et déportés à Auschwitz. Le plus jeune avait 5 ans. Je me sentais personnellement très concerné. En 1944, quand les enfants et leur encadrement ont été arrêtés, j'avais 10 ans et demi et j'étais sous un faux nom, chez des gens qui ne savaient pas qui j'étais. On n'oublie pas l'époque où vous devez changer de nom. Moi, j'ai dû changer de nom 2 fois pendant la guerre et cacher ce que j'étais réellement. Vous savez, moi-même, né à Lyon, dans une famille qui avait connu cela, je n'avais jamais entendu parler des enfants d'Isieux. Jamais. On a ressuscité, redécouvert les enfants d'Isieux. Quelle histoire!
L'affaire Dizieux, c'est le crime contre l'humanité dans son essence. Le foyer d'enfants Dizieux a représenté la Shoah dans ce qu'elle avait de plus abominable, c'est-à-dire enlever des enfants pour les mettre à mort. Par la seule personne qui soit revenue d'Auschwitz, nous savons que dès leur arrivée, on a mené tout le monde à la sélection. Les personnes âgées et les enfants d'un côté, les aptes au travail de l'autre. Mademoiselle Léa Feldblum, qui était une forte fille de 25 ans, a été mise du côté des aptes au travail. Ma sœur, qui avait 37 ans et qui était médecin, aussi. Mais d'elle-même, elle est passée dans la rangée de ceux qui étaient destinés à l'extermination. Elle ne voulait pas se séparer des parents et des enfants et de son fils. L'audience d'aujourd'hui s'annonce difficile, lourde d'émotions, car vont venir déposer plusieurs femmes dont les enfants se trouvaient à Isieux. C'était très dur pour ma mère, très dur. Elle ne pouvait pas raconter l'histoire. C'est pour ça que je suis passé en premier. Le malheur a frappé dans ma famille 2 fois par la cause de la même personne, M. Klaus Barbie. La première fois parce que c'est lui qui a arrêté mon père et mon frère, et la deuxième fois, c'est lui qui a arrêté Mina et Claudine à Isieux. Mina et Claudine, c'était mes sœurs. Disons que ma mère est une femme très âgée, elle est dans la salle. Elle a 83 ans et elle veut absolument témoigner, elle voudrait même le voir. C'est ce qu'elle m'a demandé. C'était un homme, comme il vit encore, un homme comme ça. Qu'est-ce qui me fait mal pour toute ma vie? Ça m'a tué, ça. Excusez-moi, ça me remonte tout ça. Ces gens-là, c'était... Le nombre de fois, je suis rentré dans ma chambre et je me suis écroulé. Je me souviens, j'appelais mes enfants à Paris pour leur demander comment ça allait. Et parfois, ils m'ont demandé pourquoi j'avais cette voix-là. Qu'est-ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants? Il n'a plus cher? Non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. En suspension d'audience, chacun disait ce qu'il ressentait. Certains pleuraient, certains, c'est arrivé. Certains disaient, moi j'en ai marre, j'ai plus envie de rester, ce procès est trop dur. Je me suis dit, il faut mettre de la distance absolument entre ce qui s'est passé il y a 40 ans et ce que nous sommes en train d'entendre pour la première fois. Et j'essaye de me dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, ben, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne suis pas dans un camp, je ne suis pas prisonnière, voilà. Essayer de réactualiser un petit peu ce que nous vivions en dehors du procès. Sabine Zlatin, la directrice de la maison d'Isieux, a perdu son mari dans la rafle du 6 avril 1944. Mais c'est pour les enfants qu'elle vient réclamer justice. J'étais pas là. J'étais à Montpellier. Et la maison était déportée. Les enfants jetaient comme des paquets vivants dans les cars. 44 enfants, leurs éducateurs
et mon mari. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Les plus grands personnages de ce procès, ce sont les femmes qui ont déposé. C'est effectivement la directrice d'Isieux. Enfin, ce sont toutes ces femmes-là. Elle était bouleversante, bouleversante cette femme, vraiment. Son cri, oui, je l'entends encore. On dit des cours d'assises qu'elles sont des cathédrales de la douleur, qu'elles ont été conçues hautes pour que la douleur puisse s'élever. C'était vraiment ça. Ce que je demande de tout mon cœur, je vous demande de la vigilance, parce que ce n'est pas terminé, malheureusement. Soyez vigilants, ça n'est pas terminé. Je me souviens très bien de cette phrase. Lutter et la vigilance contre le racisme et contre les antisémitismes. Plus jamais ça, ni pardon, ni oubli. Ce jour-là, sur le perron du palais de justice, Sabina Zlatin m'a finalement, j'allais presque dire, condamné à la vigilance, à une certaine éthique, ce qui ne veut pas dire qu'on l'applique toujours, mais qu'en tout cas la question éthique est en permanence là et qu'elle n'est pas circonscrite à des moments particuliers de l'histoire. Il riait. Il disait, vous êtes tous là. Après 4 semaines d'audience, les derniers témoins qui se succèdent à la barre sont les rares survivants du convoi du 11 août 1944. Ce jour-là, des centaines de juifs et de résistants étaient déportés par Klaus Barbie dans un même convoi, devenant malgré eux le symbole d'une souffrance partagée. À peu près une semaine pour faire le parcours Lyon-Dijon. Pourtant, à l'heure des plaidoiries, ce ne sont pas leurs noms qui vont marquer les consciences, mais ceux des victimes de la rafle d'Isieux, invoquée par Serge Klarsfeld. Samy Adelsheimer n'avait que 5 ans. Il était né à Mannheim. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Samy n'est pas revenu. Max Leiner était né lui aussi à Mannheim. Il avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942, transférés par Vichy de la zone libre à Drancy en zone occupée. Il est resté seul, il avait 12 ans, il a été déporté sous la fausse identité d'Octave Vermet. Otto n'est pas revenu. Il n'y a pas de mots, quelquefois, pour dire l'indicible, pour dire ces crimes affreux de ces petits-enfants. Je pense que lui, en donnant le nom, il redonnait une identité à chacun de ses enfants, et que libre à nous de voir tout ce qu'il y avait autour, justement, d'imaginer ce qu'ils avaient souffert. C'était une prière pour les croyants. C'était quelque chose une plaidoirie comme on n'en entendra jamais, comme on n'en a jamais entendu. Egon Gamiel avait 8 ans.
Ses parents, Ernst et Gertrude, internés au camp d'Émile, livrés eux aussi au SS par Vichy, ont été déportés le 17 août 1942 et Ghosn n'est pas revenu. Arnold Hirsch était le cousin d'Egon Gamiel. Il venait d'avoir 17 ans et il était le plus âgé des 44 enfants. Arnold n'est pas revenu. On peut le refaire. Lorsque Jacques Vergès se lève pour plaider et qu'il a la puissance du monde entre les mains, il faut savoir ce que c'est pour un avocat de se lever et de plaider, de ne pas pouvoir être interrompu, d'être tout puissant. Et on sait ce que ça signifiait face à Jacques Vergès. Mais il y a des choses qu'il ne mesure pas. Maître Vergès, nous vous écoutons. Quand Jacques Vergès, avocat de Klaus Barbie, va parler, le glas sonne dans Lyon. Et donc c'est très très lent le glas. Et à ce moment-là, tout le monde a été suspendu à cette sonnerie, et ce qui a duré bien 4 minutes. Le président ne disait rien, écoutait. Monsieur Vergès était debout, interrogateur aussi. Et il y a quelque chose de... Je ne suis pas croyant, moi, mais de divin. Alors, Maître Vergès. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais tout d'abord, au nom de la défense unanime, et quand je dis la défense, c'est avec l'aval de notre client, nous incliner devant la lutte des résistants. Nous voudrions nous incliner devant la souffrance des Juifs et des Tziganes, et personne ne peut nous contester ce droit, car le racisme, figurez-vous, nous savons ce que c'est. Tribunal français, vous prétendez juger un homme, l'homme qui est accusé devant vous. Vous lui demandez des comptes. N'oubliez pas que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française. Oui, la France se dérobe à ses responsabilités, parce que l'effondrement de ses troupes en 1940, son désarroi, la collaboration de la majeure partie de ses élites et de ses dirigeants la rendent participante aux actes de l'accusé. Vous n'avez pas tous été résistants. Certains ont été collabos. Foutaise. C'est pas ça l'enjeu du procès. L'enjeu du procès Barbie, c'est de définir le crime contre l'humanité. C'est de dire ce qu'est l'inhumanité portée à son paroxysme. Et on ne pouvait pas se débarrasser de ce qu'avait commis Barbie et de la responsabilité de Klaus Barbie en détournant l'attention. Maître Vergès a choisi une défense d'évitement. Il n'a pas parlé des faits. Il n'a pas parlé de Barbie, on aurait pu parler de l'endoctrinement de ce jeune garçon. Je ne dis pas que ça aurait été des circonstances atténuantes, faciles à plaider, mais on aurait pu l'évoquer. Les Français, nous le savons tous, gardent une immense honte du désastre de 1940 et de ses suites. Ce procès s'efforce à sa façon d'en apaiser les troubles par transfert de responsabilité et de châtiment sur Barbie, promis au rôle de victime expiatoire. La seule chose qu'il pouvait faire pour défendre cet homme, c'était d'ouvrir sur autre chose, parce que cet homme était sur le fond, était indéfendable. Il a voulu, je ne sais pas, il a voulu que ce procès soit un peu atypique, parce que lui ferait. Et personne n'est tombé dans le panneau, enfin moi non en tout cas. Au nom de l'humanité, au nom de la loi, au nom du droit, au nom de la France, enfin qui n'a que trop souffert de ses faiblesses, trop tardé sur ses remords,
Bref, trop douter de sa grandeur et de sa vérité. Acquittez sans plus tarder Klaus Barbie. Les débats se sont terminés tout à l'heure avec Barbie, amené de force dans le box. Question rituelle du président de la cour d'assises. Klaus Barbie, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Klaus Barbie répond en français, c'est la première fois. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Barbie nous aurait dit, bon, il aurait eu l'air effondré, simplement un air, simplement un geste, simplement un regard ou simplement un mot. Il aurait dit, c'est vrai, c'est moi. Est-ce que si Barbie nous avait demandé pardon, on lui aurait pardonné? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se serait passé? Pas de verdict avant quelques heures et probablement pas avant le journal de 23 heures. C'est que les jurés ont à répondre à 341 questions. Et évidemment, lorsque le délibéré a dépassé 6 heures de temps, les gens ont commencé à douter. Est-ce que les jurés doutent de la culpabilité de Barbie? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. On est au milieu de la nuit, le délibéré va tomber, et c'est terrible parce que on sait pas. Et on a toujours la trouille, quoi. Un avocat qui n'a pas la trouille au moment où il entend un verdict, quel que soit le côté où il se trouve, il sait qu'il n'est plus avocat, quoi. La Cour. Bien, accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. À toutes les questions... Le 4 juillet 1987, à 0h40, la Cour d'assises du Rhône reconnaissait Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité et le condamnait à la prison à perpétuité. Pour des centaines de victimes et leurs familles, ce verdict rompait enfin le silence et l'oubli. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. Je pense que vraiment, en réalité, Vergès était sûr qu'il aurait des circonstances atténuantes et que finalement, de fil en aiguille, peut-être qu'il pourrait couler encore quelques années heureuses, je pense, puisque à la fin du procès, il nous a dit sa surprise. Bon, c'est une promesse qu'on avait fait en 1971. C'est passé par le bout du monde, l'Amérique du Sud, par des tas d'aventures, par des attentats contre nous, par des péripéties sans fin. On aurait pu perdre, et ça aurait été grave de perdre, parce que l'enjeu était quand même grand. Bon, on a pris tellement de risques, et puis on a gagné. La page d'histoire, le livre d'histoire est écrit. Fin. Dans le sillage du procès Barbie, la Shoah allait prendre une place centrale dans la mémoire nationale. La France ne pouvait plus s'exonérer de ses propres responsabilités. Le procès Barbie allait conduire quelques années plus tard
au procès du milicien Paul Touvier, puis du haut fonctionnaire Maurice Papon. 2 citoyens français inculpés, eux aussi, pour crimes contre l'humanité. Après les crimes du nazisme, c'étaient ceux du régime de Vichy et de la collaboration que la République condamnait enfin.